Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons, à mon avis, le plus grand spécialiste international de notre époque, le professeur John Mearsheimer. Soyez donc le bienvenu dans l'émission. Merci Glenn et merci pour votre aimable commentaire. Eh bien, j'ai récemment eu une conversation avec Jeffrey Sachs, qui avance des arguments très convaincants, selon lesquels la Chine serait un acteur très différent des États-Unis en ce qui concerne son comportement lorsqu'elle deviendra plus puissante, et quant à savoir si elle cherchera ou non l'hégémonie. Bien sûr, on peut se pencher sur l'accent mis par la Chine sur l'harmonie avec ses voisins, ou adopter une autre approche en considérant la répartition très différente du pouvoir dans cette région du monde. Mais c'est intéressant, car c'est vraiment l'un de ces sujets sur lesquels vous et Sachs vous retrouvez à des positions opposées. J'aimerais donc approfondir la question. Quels sont vos points de vue? Pensez-vous que la Chine peut s'élever pacifiquement ou cherchera-t-elle essentiellement à poursuivre l'hégémonie au détriment de la sécurité des autres? Permettez-moi de commencer en disant que je pense que Jeff est un chercheur remarquable. Et comme vous le soulignez, lui et moi sommes d'accord sur toutes sortes de questions, en particulier la question palestinienne et l'ensemble de la question de l'Ukraine et des relations entre les États-Unis et la Russie. Mais en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Chine, nous avons une vision du monde très différente. Il pense que les Chinois n'agissent pas selon la logique réaliste fondamentale, qu'ils sont influencés par une idéologie confucéenne qui va à l'encontre du réalisme. Et moi, bien sûr, je crois que toutes les grandes puissances agissent selon une logique réaliste, quelle que soit leur idéologie. Que cette idéologie soit libérale, comme c'est le cas aux États-Unis, ou confucéenne, comme c'est le cas en Chine. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre nous à cet égard sur des sujets comme la Palestine et l'Ukraine. Mais en ce qui concerne la politique des grandes puissances, il existe, comme je l'ai dit, des différences fondamentales. Je peux expliquer la raison de ces différences si vous le souhaitez. Oh oui, ce serait super. Je pense fondamentalement que dans une structure anarchique comme le système international, et certains auditeurs se demanderont peut-être ce que j'entends par là quand je parle de structure anarchique. Ici, nous parlons d'un monde où il n'existe aucune autorité supérieure au-dessus des États, n'est-ce pas? Dans un tel monde, où l'on ne peut pas être certain des intentions des autres États, et où ces autres États peuvent disposer de capacités militaires importantes, la meilleure façon d'assurer sa survie est d'être l'État le plus puissant du système. Parce que si vous êtes dans un système anarchique, où il n'y a pas de veilleur de nuit, pas d'autorité supérieure, si vous avez des ennuis, si un autre État vous attaque, il n'y a personne vers qui vous tournez pour obtenir de l'aide. C'est pourquoi nous qualifions la politique internationale de système d'auto-assistance. Les États doivent se protéger eux-mêmes car, encore une fois, il n'existe aucune autorité supérieure. Le système est anarchique. Cela signifie donc que vous ne voulez pas être faible, car si vous l'êtes, on profite de vous, ou du moins il y a un risque sérieux que cela arrive. Et aucun État ne veut être exploité, certainement pas au point que sa survie soit menacée. Mon exemple préféré pour illustrer cela est la Chine. Les Chinois ont été très faibles des années 1840 aux années 1940. Et cette période est appelée le siècle de l'humiliation nationale. Pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que les grandes puissances européennes, les Japonais et les Américains, ont largement profité de la Chine. Ils ont fait des choses terribles à la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine était faible et vulnérable, et il n'y avait aucune autorité supérieure à laquelle la Chine pouvait faire appel pour la secourir. Donc la leçon à tirer de cela, à mon avis, c'est qu'il faut être vraiment puissant. Je vais vous donner un autre exemple qui, selon moi, illustre bien ce point, et il concerne l'élargissement de l'OTAN.
L'administration Clinton a décidé de l'élargissement de l'OTAN en 1994. Et la première vague d'élargissement a eu lieu en 1999, lorsque la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont rejoint l'OTAN. La deuxième grande vague a eu lieu en 2004, lorsque les États baltes, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie et la Slovaquie ont intégré l'Alliance. Pendant tout ce temps, les Russes se sont plaints amèrement de l'élargissement de l'OTAN. Ils y étaient farouchement opposés, mais ils ne pouvaient rien faire pour l'empêcher. Et la question que vous devez vous poser est, pourquoi n'ont-ils rien pu faire pour l'arrêter? Et la réponse est qu'ils étaient tout simplement trop faibles. La Russie était un pays extrêmement faible dans les années 1990 et même au début des années 2000. Ce n'est que récemment que Poutine a ramené les Russes d'entre les morts et nous considérons désormais la Russie comme une grande puissance. Mais lorsque la Russie était faible, les États-Unis en ont profité. C'est simplement ainsi que les grandes puissances agissent, à mon avis. Les grandes puissances ont tendance à être impitoyables. Et elles le sont dans le sens où elles cherchent toujours à accroître leur puissance aux dépens des autres États. Cela signifie donc qu'il faut être vraiment puissant en politique internationale, car c'est la meilleure façon de survivre. À mon avis, la meilleure façon pour un État de maximiser ses chances de survie est de devenir un hégémon régional, de dominer sa région du monde et de s'assurer qu'il n'existe aucun autre hégémon régional sur la planète. En d'autres termes, la meilleure situation dans laquelle un État puisse se trouver est d'être le seul hégémon régional au monde. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et dans lequel nous vivons depuis 1900, il n'y a eu qu'un seul hégémon régional, et c'est les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont un hégémon régional dans l'hémisphère occidental, et ils ne veulent pas qu'un autre État devienne un hégémon régional. Et le résultat final de tout cela, c'est que nous avons déployé d'énormes efforts au fil du temps pour empêcher d'autres pays de dominer leur région du monde comme les États-Unis dominent l'hémisphère occidental. Ainsi, au XXe siècle, les États-Unis ont joué un rôle clé pour empêcher l'Allemagne impériale, le Japon impérial, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, ces quatre grandes puissances, de dominer soit l'Europe, soit l'Asie de l'Est. Les États-Unis, encore une fois, ne tolèrent pas d'autres hégémons régionaux, et nous avons travaillé dur pour empêcher ces pays de le devenir. Et bien sûr, ils voulaient tous devenir des hégémons régionaux, parce qu'ils comprenaient que c'était la meilleure façon d'assurer leur survie. Le but du jeu est d'imiter les États-Unis, de faire ce que les États-Unis ont fait dans l'hémisphère occidental. Maintenant, si l'on avance jusqu'à aujourd'hui et que l'on parle de la relation entre les États-Unis et la Chine, mon point de vue est qu'à mesure que la Chine est devenue de plus en plus puissante au cours des années 1990 et des 2 premières décennies du XXIe siècle, ce qu'elle ferait et ce qu'elle fait serait d'essayer de dominer l'Asie de l'Est. Elle chercherait à devenir une hégémonie régionale. Et en même temps, comme je l'ai souligné, les États-Unis ne tolèrent pas d'autres hégémonies régionales dans le système. J'ai donc prédit il y a longtemps que si la Chine s'élevait, premièrement, la Chine essayerait de dominer l'Asie de l'Est. Et deuxièmement, les États-Unis feraient tout leur possible pour contenir la Chine, de la même manière qu'ils ont contenu l'Allemagne impériale, le Japon impérial, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Ainsi, la compétition sécuritaire que j'observe actuellement en Asie de l'Est, impliquant à la fois la Chine et les États-Unis, n'est à mon avis guère surprenante. Elle est en grande partie motivée par la structure du système international. Elle découle du fait que le système est anarchique, qu'il n'existe pas d'autorité supérieure
et que les États doivent donc s'inquiéter de ce qui pourrait leur arriver si un autre État devenait agressif à leur égard. Dans un tel monde, les États font tout leur possible pour dominer leur région. J'affirme donc que du point de vue de la Chine, il est tout à fait logique de vouloir dominer l'Asie de l'Est. Si j'étais à Pékin, je voudrais dominer l'Asie de l'Est. Mais en tant qu'Américain, je veux m'assurer que la Chine ne domine pas l'Asie de l'Est. Par conséquent, en tant qu'Américain, je pense qu'il est logique de contenir la Chine. Ce qui est intéressant, cependant, c'est que tout le concept de montée pacifique de Deng Xiaoping reposait sur l'idée, selon ses propres mots, que la Chine devait se développer sans attirer trop d'attention indésirable. L'argument était qu'elle devait cacher sa force et éviter d'attirer l'attention des États-Unis et d'autres grandes puissances, car celles-ci essaieraient de freiner la Chine. Mais cette définition de la montée pacifique suggère simplement de retarder tout conflit jusqu'à ce qu'ils aient la force nécessaire. Une fois qu'ils atteignent un certain niveau de puissance, ils finiraient inévitablement, selon cette vision, par entrer en rivalité avec d'autres. Cependant, il semble maintenant que leur montée pacifique a été, disons, redéfinie. Désormais, ils parlent de développement à somme positive, de bénéfices mutuels, tout l'esprit de Shanghai. Mais je me demandais, d'un point de vue réaliste, voyez-vous des arguments selon lesquels la Chine se comporterait différemment simplement à cause de sa position? Parce que si l'on dit que les États cherchent à renforcer leur sécurité, ou cherchent-ils à maximiser leur sécurité ou leur puissance? Car si c'est la sécurité, alors il y aurait plus de limitations pour la Chine. Parce que les États-Unis, dans une certaine mesure, sont un État insulaire de facto qui se trouve dans sa propre partie du monde. Il n'y a pas de rivaux. Donc, être un hégémon régional est plus attrayant. Tandis qu'en Asie, si les Chinois cherchaient à occuper une position très dominante dans cette partie du monde, cela aliénerait les Russes et d'autres. Ils pourraient alors s'équilibrer collectivement contre la Chine. N'y a-t-il donc pas une certaine pression sur les Chinois pour, je suppose, se comporter de manière plus modérée dans leur région, étant donné qu'ils se trouvent dans un voisinage avec toutes ces autres grandes puissances? Permettez-moi de dire, tout d'abord, que je ne vois pas vraiment de différence entre maximiser la sécurité et maximiser la puissance d'un État, car je pense que la meilleure façon d'être en sécurité, ou pour le dire un peu différemment, la meilleure façon de survivre dans le système international est de maximiser sa puissance. Je pense que plus vous êtes puissant, plus vous avez de chances de survivre. Maintenant, en ce qui concerne la Chine, il ne fait aucun doute qu'il a été plus facile pour les États-Unis de devenir un hégémon régional que ce ne le serait pour la Chine. Car il existe d'autres pays qui feront tout leur possible pour s'assurer que la Chine ne domine pas l'ensemble de l'Asie de l'Est. Et cela, bien sûr, inclut les Japonais aussi bien que les Américains. En ce qui concerne les Russes, le fait est qu'en raison de la guerre en Ukraine, les États-Unis ont contribué à pousser les Russes dans les bras des Chinois. Ainsi, il est peu probable que les Russes, dans un avenir prévisible, puissent freiner la montée en puissance de la Chine. Les Indiens constituent un cas différent, mais il faut se rappeler que l'Inde n'est pas située en Asie de l'Est. Elle se trouve en Asie du Sud. Et bien qu'elle fasse partie du Quad, c'est-à-dire l'alliance qui regroupe l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie, même si l'Inde est dans le Quad, je ne pense pas qu'elle ait une grande importance pour contenir la montée en puissance de la Chine en Asie de l'Est. Donc je pense que si l'on veut parler de contenir la puissance chinoise en Asie de l'Est, cela dépendra des États-Unis et du Japon. Et bien sûr, d'autres pays seront également impliqués, notamment l'Australie, les Philippines, la Corée du Sud et quelques autres. Je crois qu'il est relativement facile pour les États-Unis de contenir la Chine dans un avenir prévisible.
Je ne pense pas que la Chine va devenir une puissance hégémonique régionale de sitôt. Il est possible que cela finisse par arriver. Et cela revient à votre point de départ. Il a tout simplement été beaucoup plus facile pour les États-Unis d'établir leur hégémonie dans l'hémisphère occidental que cela ne le serait pour la Chine. Oui, non. Je voulais simplement dire qu'il semble que les Chinois réalisent qu'en Asie centrale, ils doivent limiter la puissance qu'ils exercent, car s'ils marchent sur les plates-bandes des Russes, ils risquent de perdre un partenaire très important qui pourrait alors devenir un adversaire. Mais à propos de la Russie, vous identifiez, si je ne me trompe pas, 3 grandes puissances dans le système international, qui sont les États-Unis, la Chine et, je suppose, plus lointainement, la Russie. Oui. Mais pensez-vous que cette politique des États-Unis, sous Trump, cherchant à se rapprocher de la Russie comme motivation pour mettre fin à la guerre en Ukraine, est organisée autour de l'idée de devoir s'aligner avec la Russie contre la Chine? Et pensez-vous que c'est une politique réaliste, quelque chose qui peut être atteint? Parce que je ne le vois pas pour l'instant, mais je ne sais pas si, à moyen ou long terme, ça pourrait être. Eh bien, je pense, Glenn, que lorsque l'on examine la structure du système, ce à quoi on s'attendrait d'un point de vue réaliste, c'est que les États-Unis et la Russie soient alliés, tous deux intéressés à contenir la Chine. Mais ce n'est évidemment pas le cas, et c'est à cause de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a poussé les Russes dans les bras des Chinois. Je pense que l'administration Trump comprend, et beaucoup d'autres Américains comprennent, que cela n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. La guerre en Ukraine nous nuit de 2 façons. Tout d'abord, elle rend très difficile un pivot complet vers l'Asie pour contenir la Chine, car ce qui se passe ici, c'est que nous sommes coincés en Ukraine. Et si vous êtes coincé en Ukraine, ou plus généralement en Europe, alors il est très difficile, voire impossible, d'opérer un pivot total vers l'Asie de l'Est. Mais le deuxième point, c'est que si vous êtes coincé en Ukraine, dans une guerre contre la Russie, vous poussez les Russes dans les bras des Chinois. Et cela n'a aucun sens stratégique du point de vue américain. Je crois que Trump l'a compris et qu'il essaye de rectifier la situation. Il veut améliorer les relations entre les Russes et les Américains. Et je pense d'une certaine manière que ce qu'il cherche à faire, c'est détacher les Russes de la Chine et aussi mettre fin à la guerre en Ukraine afin que nous puissions nous tourner plus pleinement vers l'Asie de l'Est. La question que vous devez vous poser est la suivante. Quelle est la probabilité que Trump réussisse dans cette entreprise? Je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement improbable. Je pense que les Russes ne font absolument pas confiance aux Américains. Ils ne font certainement pas confiance à l'administration Trump. Et je pense que les Russes ont peu d'intérêt à s'éloigner de la Chine et à se rapprocher des États-Unis, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux États-Unis. Je pense donc que les Russes resteront proches de la Chine dans un avenir prévisible. En même temps, il n'est pas évident que Trump puisse mettre fin à la guerre en Ukraine et se tourner complètement vers l'Asie de l'Est. Jusqu'à présent, il a très mal géré les efforts diplomatiques pour mettre fin à ce conflit, et il n'y a pas beaucoup de raisons de penser qu'il va réussir dans un avenir proche. Il semble donc que nous soyons coincés en Ukraine, au moins à court terme. Sur le long terme, il est difficile d'imaginer que les Chinois et les Russes prennent des directions différentes et que nous soyons en position de nous aligner avec les Russes. Je ne vois donc pas Trump réussir. Eh bien, tout le principe de la théorie réaliste repose sur l'hypothèse que l'État est un acteur rationnel. Mais si l'État était rationnel, on pourrait constater qu'après avoir perdu la guerre en Ukraine, les Américains quitteraient l'Europe, et les Européens devraient en faire autant.
Ils pourraient renforcer leur position en Europe en mettant fin à certains conflits avec les Russes et en diversifiant certains de leurs liens économiques. Mais quand on regarde l'Occident, et surtout l'Europe de nos jours, on n'a pas toujours l'impression que la rationalité exerce une très grande influence sur l'élaboration des politiques. Encore une fois, pourquoi continuer à mener une guerre que l'on a déjà perdue? On ne fera qu'obtenir un accord encore pire demain. Donc toute cette idée sur la façon dont les États vont se comporter, voyez-vous cette logique? Parce que c'est très difficile. Je peux comprendre idéalement comment les États devraient se comporter pour maximiser leur propre sécurité. Mais voyez-vous cela aujourd'hui de la part des États-Unis et des Européens? Encore une fois, les États-Unis sont assez divisés en interne. Et les Européens, je ne vois pas qu'ils fassent les ajustements nécessaires alors que les États-Unis se préparent à quitter l'Europe après avoir assuré leur sécurité pendant des décennies. Donc, je me demande comment vous comprenez cela? Ou si vous avez un moyen de l'intégrer dans la théorie réaliste, à laquelle j'adhère également, c'est pourquoi j'aimerais trouver des réponses à ce sujet. Eh bien, comme tu le sais, Glenn, toute théorie est fausse à certains moments. Les théories sont des simplifications de la réalité, et la réalité est extrêmement complexe. Je veux dire, la raison pour laquelle nous avons besoin de théories, c'est justement pour nous aider à naviguer dans ce monde incroyablement compliqué dans lequel nous vivons. Et lorsque tu élabores une théorie, qui est encore une fois une simplification de la réalité, tu laisses de côté certains facteurs qui parfois vont avoir de l'importance, et la théorie sera alors démentie. C'est une autre façon de dire que parfois les États n'agissent pas de manière rationnelle. Et je pense que si tu regardes comment les États-Unis se sont comportés vis-à-vis de l'Ukraine ces dernières années, ce n'est pas rationnel. Cela n'a tout simplement aucun sens stratégique. Mais je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que toute la guerre en Ukraine est en grande partie le résultat de la période d'hégémonie libérale, lorsque les États-Unis ne se souciaient pas de la politique des grandes puissances, lorsqu'ils étaient l'État le plus puissant de la planète et estimaient pouvoir faire à peu près tout ce qu'ils voulaient, sans trop se préoccuper de l'équilibre des puissances. Et en 2008, en plein cœur de ce moment unipolaire, nous avons décidé d'élargir l'OTAN à l'Ukraine. Cela a été une décision extrêmement importante qui, comme vous et moi l'avons déjà évoqué, a eu des conséquences catastrophiques. On pourrait soutenir que cela était rationnel en 2008, à une époque où le monde était unipolaire et où les États-Unis étaient en position de penser qu'ils pouvaient bousculer les Russes. Mais ce qui s'est passé, c'est que cela a finalement conduit à une grave crise en février 2014 et bien sûr à une guerre en février 2022. Et en février 2022, lorsque cette guerre a éclaté, nous n'étions plus dans un moment unipolaire. Nous étions dans un monde multipolaire. Les États-Unis étaient préoccupés par l'endiguement de la Chine en 2022. L'endiguement était déjà bien en place et il n'avait absolument aucun sens de s'engager dans une guerre avec la Russie en Ukraine. Mais bien sûr, c'est ce que nous avons fait. Et en fait, comme toi et moi en avons déjà parlé à plusieurs reprises, les États-Unis n'ont fait aucun effort pour éviter cette guerre. Et puis, une fois la guerre commencée, au lieu de l'arrêter, ce que les Russes essayaient de faire, nous avons pris des mesures qui ont garanti la poursuite du conflit, et il continue encore aujourd'hui. Cela n'a aucun sens stratégique du point de vue américain. Donc je pense qu'il s'agit clairement d'un cas de comportement non rationnel. Cela ne correspond pas à la théorie réaliste. Et le résultat final, c'est que nous sommes dans une situation très difficile. Maintenant, mon dernier point ici, Glenn, remonte à une observation que j'ai faite il y a longtemps, même avant de réfléchir à ce qu'est le réalisme. C'était quand j'étais jeune,
et que les États-Unis étaient impliqués dans la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, du point de vue américain, a duré de 1965 à 1975. J'ai servi dans l'armée américaine de 1965 à 1975. L'une des leçons que j'ai apprises à l'époque, et qui n'a fait que se renforcer avec le temps, c'est qu'il est très facile d'entrer en guerre, mais extrêmement difficile d'en sortir. C'est particulièrement vrai lorsqu'on est une grande puissance, comme les États-Unis, qui s'inquiètent toujours de leur réputation. Ainsi, les États-Unis s'engagent dans un endroit comme l'Afghanistan. Et même s'il est évident depuis au moins une décennie qu'ils devraient quitter l'Afghanistan, ils trouvent cela extrêmement difficile d'en sortir. Il nous a fallu 20 ans pour en sortir, alors qu'il était évident depuis de nombreuses années que nous allions perdre la guerre. C'est exactement la même situation de base que nous avons connue au Vietnam. Il a été très difficile de sortir de cette guerre. Et c'est la même chose avec l'Ukraine. Il a été facile d'y entrer. Et l'administration Biden, à mon avis, a fait preuve d'une légèreté remarquable en pensant qu'il serait facile de gagner cette guerre et de vivre heureux pour toujours. Quoi qu'il en soit, nous sommes entrés dans la guerre et nous avons eu un mal fou à en sortir. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce n'est pas rationnel mener cette guerre d'un point de vue stratégique américain. Cette guerre n'a aucun sens. Mais encore une fois, il est tellement difficile d'en sortir. Donc nous voilà, coincés dans cette guerre. Et du point de vue chinois, pour revenir à la Chine, c'est une véritable aubaine. Les Chinois, à mon avis, devraient espérer que la guerre en Ukraine dure éternellement. En fait, les Chinois devraient souhaiter que nos conflits, les conflits de l'Amérique, au Moyen-Orient se prolongent indéfiniment. Car en raison de notre alliance étroite avec Israël, nous sommes obligés de déployer un grand nombre de moyens navals et aériens au Moyen-Orient qui autrement seraient déployés en Asie de l'Est. Les Chinois ne veulent pas de ces moyens en Asie de l'Est. Ils préféraient largement voir ces moyens navals et aériens déployés au Moyen-Orient. On se retrouve donc dans une situation très intéressante où les États-Unis, qui considèrent la Chine comme leur principal adversaire et un pays à contenir, ne peuvent pas se tourner entièrement vers l'Asie de l'Est pour contenir la Chine, non seulement à cause de l'Ukraine, dont nous parlons principalement, mais aussi à cause du Moyen-Orient et du fait que nous sommes engagés dans un important conflit avec les Houthis. Nous devons protéger Israël si une guerre éclate avec l'Iran, et ainsi de suite. Tout cela joue donc en faveur de la Chine. Les Chinois sont en réalité en très bonne position en Asie de l'Est. Eh bien oui, c'est aussi ce qui me déroute, à savoir que ces États-Unis irrationnels, qui considèrent la volonté de contenir la Chine comme leur objectif principal, continuent néanmoins de consacrer toutes leurs ressources actuellement au Moyen-Orient et en Europe. Mais pourrais-tu dire que les actions des pays de l'OTAN en 2014 étaient rationnelles? Parce qu'à cette époque, renverser le gouvernement en Ukraine, en faire une armée proxy pour contenir les Russes, et pousser les Russes effectivement hors d'Europe et vers l'Asie. Cela ne correspondrait-il pas à une perspective rationnelle visant à prolonger le moment unipolaire et à maintenir l'hégémonie collective en Europe? À mon avis, dès 2022, cela me semble profondément irrationnel, car il était assez évident que tout le monde sous-estimait à quel point cela était bien plus important pour les Russes, qui bénéficiaient également de nombreux avantages stratégiques en termes de logistique et de production industrielle réelle. Et c'est encore plus vrai en 2024. Rien de ce qui se passe actuellement n'est rationnel. Mais déjà, en 2014, tu faisais partie des premiers à dire que c'était une erreur. Pourquoi, selon toi, cette stratégie n'était-elle pas bonne? Renverser le gouvernement ukrainien, en faire un proxy contre les Russes,
pour affaiblir un centre de pouvoir afin que l'Amérique puisse se concentrer sur la Chine à la place. À mon avis, Glenn, les États-Unis ne devraient se préoccuper que de contenir les hégémons régionaux potentiels. En d'autres termes, la raison pour laquelle je pense que les États-Unis devraient se concentrer sur la Chine, c'est parce que la Chine est très puissante et a le potentiel de dominer l'Asie de l'Est. Je pense que cela n'est pas dans l'intérêt de l'Amérique. La Russie est la plus faible des trois grandes puissances du système. La Russie ne représente pas une menace pour dominer l'Europe. Je crois que la Russie n'est pas une menace pour conquérir toute l'Ukraine, encore moins pour conquérir des territoires en Europe de l'Est. Les Russes n'ont jamais manifesté d'intérêt pour conquérir l'Europe de l'Est, encore moins pour dominer toute l'Europe. De plus, ils n'en ont pas la capacité. C'est là l'essentiel. Si l'on considère les capacités de la Russie, la taille de sa population, sa richesse et même la taille de son armée, elle ne représente pas une menace d'hégémonie en Europe. L'Union soviétique, elle, l'était. En 1945, l'Union soviétique était de loin le pays européen le plus puissant. Elle se trouvait au cœur de l'Allemagne, disposait de centaines de divisions. Les États-Unis avaient clairement intérêt à contenir l'Union soviétique pendant la guerre froide. Mais la Russie n'est pas l'Union soviétique. Les États-Unis ne devraient donc pas pousser l'OTAN vers l'Est dans le but de contenir la Russie. Il ne devrait pas y avoir d'inquiétude réelle concernant une menace russe. Et s'il existe une menace russe, du point de vue américain, il est logique de laisser les Européens la contenir. Mais encore une fois, je ne pense même pas qu'il y ait une menace russe pour l'Europe. Je ne pense pas que les Allemands, les Français et les Britanniques aient de quoi s'inquiéter. J'ai donc soutenu depuis le début que c'était une énorme erreur de pousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie et une énorme erreur d'envisager d'intégrer l'Ukraine dans l'Alliance. Et du point de vue russe, j'ai pensé que cela serait interprété comme une menace existentielle. Et les Russes ont effectivement clairement indiqué à de nombreuses reprises qu'ils considèrent cela comme une menace existentielle. Ainsi, le résultat final serait que vous obtiendriez une guerre qui impliquerait les États-Unis. Une guerre dans laquelle les États-Unis ne devraient pas être impliqués, car la Russie ne représente pas une menace pour les États-Unis. C'est pourquoi j'ai soutenu qu'il était extrêmement insensé de pousser à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais je pense que si l'on se tourne vers l'Asie de l'Est, la situation est tout à fait différente. Je veux dire, il suffit de regarder la taille de la population chinoise, la richesse de la Chine, et le niveau auquel la Chine se trouve en matière de développement de technologies de pointe. Les Chinois vont vraiment donner du fil à retordre aux Américains. Je pense qu'il y a une certaine probabilité raisonnable qu'à l'avenir, les Chinois soient en position de dominer l'Asie. Ce n'est pas le cas actuellement, et je ne pense pas que ce le sera à moyen terme, mais qui sait pour le long terme. Les Chinois sont un rival redoutable pour les États-Unis, et je pense que les États-Unis devraient se préoccuper de la Chine et chercher à la contenir. Cela ne signifie pas, d'ailleurs, que les États-Unis devraient envisager de faire la guerre à la Chine. Les États-Unis devraient faire tout leur possible pour éviter une guerre avec la Chine, c'est certain. Mais à mon avis, les États-Unis devraient contenir la Chine. Mais encore une fois, une logique différente s'applique, selon moi, lorsqu'il s'agit de la Russie. C'est ma dernière question. Pour revenir sur la question de la Chine, il aurait sans doute été beaucoup plus facile, je suppose, dans les années 90 ou 2000, de contenir la Chine. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, avec l'essor économique de la Chine, sur le plan financier, technologique, il n'est plus possible d'empêcher leur progression par la seule politique de containment.
Et en ce qui concerne la containment militaire, les Chinois semblent répondre en renforçant de manière assez spectaculaire leur capacité militaire, ce qu'ils ont le pouvoir industriel de faire. Donc, en guise de dernière question, dans quelle direction voyez-vous les États-Unis et la Chine évoluer? Pensez-vous qu'il existe une voie vers un compromis entre grandes puissances, une sorte de nouvel équilibre qui renforcerait la sécurité des deux parties? Ou pensez-vous qu'il est plus probable que l'on se dirige vers un affrontement? Car il ne semble pas, par exemple, que la Chine veuille accepter de vivre à l'intérieur des deux chaînes d'îles, sujet sur lequel elle se plaint beaucoup. Alors, selon vous, quelle est la suite pour les États-Unis et la Chine? Glenn, permettez-moi de répondre à cette question en revenant au début des années 1990 et en disant quelques mots sur la relation entre les États-Unis et la Chine tout au long des années 1990 et de la première décennie et demie du XXIe siècle. Sur le plan économique, la Chine était une puissance très faible, surtout par rapport aux États-Unis, disons en 1990. Et ce que les États-Unis ont décidé de faire à ce moment-là, c'est d'adopter une politique d'engagement envers la Chine. C'était le moment unipolaire et l'idéologie libérale dominait aux États-Unis. Nous ne nous préoccupions pas de la logique réaliste. Les réalistes étaient alors considérés comme des dinosaures. Ainsi, les États-Unis ont décidé d'adopter une politique d'engagement avec la Chine qui visait à rendre la Chine puissante sur le plan économique. En d'autres termes, nous, les États-Unis, avons alimenté la croissance économique de la Chine tout au long des années 90 et au moins pendant la première décennie et demie du XXIe siècle. Et la Chine, bien sûr, est devenue plus puissante. Lorsque des réalistes comme moi disaient que ce n'était pas une décision intelligente parce que cela revenait à créer un concurrent de même niveau, la plupart des décideurs politiques, des experts et des analystes aux États-Unis affirmaient que c'était faux. Ils pensaient qu'à mesure que la Chine deviendrait plus puissante économiquement et qu'elle serait intégrée dans des institutions du monde entier, des institutions dominées par les Américains, en y faisant entrer les Chinois, la Chine finirait par devenir une démocratie libérale, s'attacherait au capitalisme et deviendrait un acteur responsable parce qu'elle participerait à toutes ces institutions. Et le résultat final, c'est que cette Chine puissante vivra heureuse pour toujours avec les États-Unis parce qu'ils sont tous deux des démocraties libérales. Et parce qu'ils sont tous deux des démocraties libérales, nous devrions nous attendre à un monde pacifique. Si vous regardez ce que disaient les Chinois à l'époque, eux aussi avaient une histoire idéologique à raconter. C'est l'histoire que raconte Jeff Sachs, n'est-ce pas? À savoir que la Chine est dominée par une idéologie confucéenne. Ce que les Chinois mettaient en avant tout au long des années 1990 et à nouveau au début du XXIe siècle, c'est qu'ils pouvaient s'élever pacifiquement parce qu'ils ont une culture confucéenne. Ils ne croient pas en la réelle politique. Ils ne croient pas davantage aux idées de John Mearsheimer que les Américains. Ainsi, vous avez ces deux pays, les États-Unis et la Chine, qui sont animés par des idéologies différentes, mais qui mettent néanmoins tous deux l'accent sur une montée en puissance pacifique. La théorie libérale américaine des relations internationales met en avant la montée pacifique, et le confucianisme aussi. Pendant de nombreuses années, on a donc pensé qu'à mesure que la Chine deviendrait plus puissante, qu'elle serait intégrée à des institutions comme l'Organisation mondiale du commerce, ce qui a vraiment stimulé sa croissance économique, il n'y aurait pas de problème. Mon argument depuis le début, et j'étais pratiquement une voix isolée dans le désert, était que ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Parce qu'à mesure que la Chine devient plus puissante, elle va vouloir dominer l'Asie de l'Est. Elle va vouloir agir comme les États-Unis. En d'autres termes,
la logique réaliste va s'imposer. Mais la plupart des gens pensaient que je vivais dans le mauvais siècle et que ce n'est tout simplement pas ainsi que le monde fonctionne. Nous vivons dans un monde où des idéologies comme le confucianisme et la démocratie libérale prévalent, et tout irait bien. C'était l'opinion générale. Mais en réalité, la Chine a commencé à devenir de plus en plus puissante. Il a commencé à ressembler de plus en plus à un concurrent de même niveau que les États-Unis lorsqu'on considérait ses capacités économiques. Puis il a commencé à transformer ses capacités économiques en capacités militaires. Le résultat final, c'est que les États-Unis ont commencé à craindre la Chine. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Les Chinois ont soutenu que ce qu'ils faisaient était purement défensif. Les Chinois disaient « Qu'y a-t-il de mal à ce que nous renforcions un peu notre armée, maintenant que nous devenons plus puissants économiquement, alors que vous, les États-Unis, êtes bien plus puissants militairement que nous ?» Les États-Unis ne voyaient pas les choses de cette façon. Les États-Unis considéraient chaque mesure prise par la Chine pour se défendre comme une manœuvre offensive contre eux. Comme tu le sais, Glenn, c'est le dilemme classique de la sécurité. Tout ce qu'un État fait pour se défendre paraît offensif aux yeux de l'autre camp. Et le résultat, c'est que les Chinois ont commencé à renforcer leurs capacités militaires à mesure qu'ils devenaient plus puissants. Je pense aussi qu'ils ont commencé à envisager de dominer l'Asie de l'Est. Comme je l'ai dit auparavant, cela a parfaitement du sens de leur point de vue. Si tu es chinois, la question que tu dois te poser est « Veux-tu la présence militaire des États-Unis sous ton nez? Veux-tu l'armée américaine en Asie de l'Est? » Si j'étais chinois, si j'étais le conseiller à la sécurité nationale de Deng Xiaoping ou de Xi Jinping, et qu'il me demandait ce que je pense de la présence militaire américaine en Asie de l'Est, je dis que je veux que les Américains partent. Je ne veux pas des Américains dans mon arrière-cour. Regardez, aux États-Unis, nous avons la doctrine Monroe. Nous ne voulons pas des Chinois dans l'hémisphère occidental. Eh bien, si nous ne voulons pas des Chinois dans l'hémisphère occidental, pourquoi les Chinois voudraient-ils des Américains en Asie de l'Est? Et la réponse est qu'ils ne devraient pas. Donc à mesure que la Chine devient plus puissante, il faut s'attendre à ce que les Chinois veuillent d'abord repousser les Américains au-delà de la première chaîne d'île, puis au-delà de la deuxième chaîne d'île. De leur point de vue, cela a parfaitement du sens. Et bien sûr, les Américains ne vont pas être contents de cela, pas plus que les Japonais, les Philippins ou les Australiens ne vont l'être. Il va donc y avoir une énorme résistance. Et c'est bien sûr ce que vous observez aujourd'hui. Je pense donc que ce qui s'est passé ici, Glenn, d'une manière très importante, c'est que les idéologies qui sous-tendaient la pensée américaine et la pensée chinoise dans les années 1990 et durant la première décennie et demie du XXIe siècle ne se sont pas déroulées comme les gens l'avaient anticipé. Le monde n'est pas devenu pacifique. Le confucianisme et le libéralisme n'ont pas fourni de formule magique permettant à la Chine de s'élever pacifiquement. Je pense que ce qui s'est passé ici, c'est que la logique réaliste, fondamentale, a repris le dessus. Dès lors qu'on a commencé à s'éloigner de l'unipolarité, dès que la Chine a atteint un point où elle pouvait être considérée comme une grande puissance, et dès que Poutine a ramené les Russes d'entre les morts, ce qui a fait qu'il y avait désormais 3 grandes puissances au lieu d'une seule. La logique réaliste était de retour sur la table, comme quelqu'un comme moi pouvait s'y attendre. Maintenant, est-ce que cela me rend heureux? Non. Mon livre dans lequel j'expose ma théorie réaliste s'intitule « La tragédie de la politique des grandes puissances ». Et j'aimerais souligner le mot « tragédie ». Je pense que c'est tragique, cette situation dans laquelle nous nous trouvons concernant les relations entre les États-Unis et la Chine.
Mais je pense que c'est simplement ainsi que fonctionne le monde quand on est dans un système anarchique, dans un système où il n'existe aucune autorité supérieure. C'est ce à quoi il faut s'attendre. Et c'est pourquoi j'ai soutenu pendant très longtemps, durant le moment unipolaire, que l'on finirait par atteindre le point où nous en sommes aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est une situation tragique, et je regrette que nous en soyons là. Maintenant, vous avez posé la question, vers où tout cela se dirige-t-il? Mon point de vue est que vous devez distinguer la compétition sécuritaire de la guerre. Et je pense qu'il ne fait aucun doute qu'il existe aujourd'hui et qu'il y aura dans un avenir prévisible une intense compétition sécuritaire entre les États-Unis et la Chine. Elle comporte indéniablement une dimension militaire, notamment à travers les structures d'alliance que les États-Unis ont mises en place en Asie de l'Est. Elle possède également une dimension économique, qui tourne principalement autour des technologies de pointe. Cette compétition est là pour durer dans un avenir prévisible, cela ne fait aucun doute. Mais la question vraiment importante est de savoir si nous allons ou non assister à une guerre entre les deux parties. Et c'est un sujet qui me préoccupe, tout comme pratiquement tous ceux qui observent la situation actuelle en Asie de l'Est. Je ne pense pas que la guerre soit inévitable. Et il faut se rappeler que pendant la guerre froide, et ici nous parlons de la compétition sécuritaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, où les États-Unis s'efforçaient ardemment d'empêcher les Soviétiques de dominer l'Europe et même l'Asie de l'Est, nous n'avons pas eu de guerre. Cela s'est terminé pacifiquement. Nous avons certes connu une compétition sécuritaire intense, et il y avait un danger permanent de guerre, comme l'a montré la crise des missiles de Cuba, ainsi que les différentes crises de Berlin. Mais heureusement, nous n'avons pas eu de véritable guerre ouverte. Et mon grand espoir est qu'à l'avenir, la compétition sécuritaire en Asie de l'Est, qui ne disparaîtra pas, ne débouche pas sur une guerre ouverte. Je me souviens bien de l'ambiance idéologique de la fin des années 1990 et du début des années 2000, cet optimisme. Je pense que la correction réaliste à beaucoup de ces hypothèses, encore une fois fondées sur la théorie libérale, était que l'interdépendance serait un gain absolu qui produirait la paix. Selon moi, l'approche réaliste de l'économie politique se concentrait davantage sur le gain relatif, donc qui en profite le plus. Et je pense que cette interdépendance entre les Américains et les Chinois signifiait qu'à chaque année, le pouvoir de production se déplaçait des États-Unis vers la Chine. Chaque année, la Chine développait des technologies plus avancées. Chaque année, les Chinois gravissaient les chaînes de valeur mondiales, bouleversant la répartition internationale du travail, et la dette américaine continuait de croître, les Chinois continuant de la racheter. Donc, vous voyez, le déplacement relatif du pouvoir, à mon avis, a toujours exercé une pression sur la situation. Nous sommes arrivés à un point où les Américains s'inquiètent de l'ampleur prise par la Chine. Et bien sûr, la Chine estime également qu'elle est devenue trop importante pour l'architecture de sécurité régionale dirigée par les États-Unis. Donc, vous savez, cette méfiance mutuelle, je pense, était vouée à créer des tensions. Nous espérons simplement qu'il y aura une solution miraculeuse pour atténuer cela. Mais je dois dire que, même si je considère les Chinois qui suivent l'idéologie confucéenne, ils semblent néanmoins très réceptifs à vos idées, comme je le constate régulièrement dans les discussions politiques chinoises. Si je peux me permettre une remarque rapide, Glenn, un point supplémentaire. Lorsque j'ai commencé à me rendre en Chine au début des années 2000 pour parler de l'ascension de la Chine, l'argument le plus fréquemment avancé en Chine pour expliquer pourquoi la Chine pouvait émerger pacifiquement n'était pas l'argument confucéen.
Celui-ci était certes utilisé, mais l'argument le plus souvent invoqué était celui de l'interdépendance économique, auquel vous faisiez justement allusion. Et c'était très intéressant. Les Chinois pensaient qu'à mesure qu'ils s'enrichissaient et devenaient dépendants du capitalisme, et que l'interdépendance économique devenait la norme, il était impossible que les États-Unis et la Chine entrent en guerre, car cela reviendrait en somme à tuer la poule aux œufs d'or. En d'autres termes, la prospérité dépendait de l'absence de guerre et de la prévalence de la coopération entre les États-Unis et la Chine. Et tout le monde était intéressé par la prospérité. C'était l'objectif principal de la Chine et c'était l'objectif principal des États-Unis. Ainsi, l'interdépendance économique serait la formule magique et elle renforcerait l'idéologie confucéenne. Maintenant, ma réponse à cela à l'époque, et bien sûr, c'est toujours ma réponse, est que l'interdépendance économique suppose que l'objectif clé des États est la prospérité. Et il ne fait absolument aucun doute que la prospérité compte énormément pour les États. Je choisis mes mots avec soin ici. La prospérité compte énormément pour les États, tant pour la Chine que pour les États-Unis. Je comprends donc pourquoi les gens avançaient cet argument. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est que la survie doit toujours rester l'objectif principal. Et la survie prime sur la prospérité, parce que, évidemment, si vous ne survivez pas, vous ne pouvez pas prospérer. D'accord? Et la survie dans un système anarchique signifie que vous accordez une grande importance à l'équilibre des pouvoirs, comme je l'ai souligné au début de l'émission. Cela signifiait donc que, à mesure que la Chine devenait économiquement plus puissante, même s'il existait cette interdépendance économique, et même si cela rendait tout le monde des deux côtés plus prospère, le fait est que la montée en puissance de la Chine serait perçue comme une menace pour la survie américaine. C'est simplement ainsi que fonctionne la politique internationale. Encore une fois, je ne m'en réjouis pas. Mais si vous étudiez la politique internationale assez longtemps, vous ne pouvez qu'observer ce phénomène fondamental. Ainsi, la Chine est devenue puissante, comme la théorie de l'interdépendance économique l'avait prédit. Il y avait beaucoup de prospérité des deux côtés, mais néanmoins, ce qui a vraiment motivé les Américains, après je dirais environ 2017, c'était un mot que vous avez utilisé au début de la conversation, la peur. La peur de la Chine. Et pourquoi y avait-il une peur de la Chine? Parce que la Chine devenait très puissante, n'est-ce pas? Toute cette prospérité économique menait à une Chine militairement plus puissante. Et cela allait générer de la peur. En Asie de l'Est, en ce qui concerne le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, l'Australie, etc., cela allait générer de la peur aux États-Unis. Et le résultat final, c'est que vous allez avoir une compétition sécuritaire en Asie de l'Est qui va l'emporter sur toute cette théorie d'interdépendance économique. Et je pense qu'en grande partie, c'est exactement ce qui s'est passé au fil du temps. Je pense donc que tout le monde devrait ressortir ses livres sur le réalisme politique, car je crois vraiment que le réalisme politique fait un grand retour. Et je considère que cette ère d'illusion libérale, comme vous l'appelez, nous a quelque peu aveuglés. Quoi qu'il en soit, professeur Mearsheimer, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci. Je t'en prie, Glenn. Ce fut un plaisir de discuter avec toi comme toujours.